Bien, bonjour, bienvenue dans T'as fait comment, l'émission qui vous plonge dans le quotidien de professionnels de secteurs et de métiers très variés. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les services à la personne en Bourgogne-Franche-Comté. On le fait dans le cadre d'une opération qui s'appelle les métiers comtés, qu'on organise en collaboration avec France Travail Saône-et-Loire. Et c'est un programme qui est soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas si vous connaissez ce secteur des services à la personne. La dernière mission était dans l'industrie nucléaire. Là, on est dans un univers assez différent. Pour vous donner quelques petits repères, en Bourgogne-Franche-Comté, les services à la personne, c'est plus de 38 000 personnes, près de 40 000 personnes qui y travaillent. C'est 3,8% de l'emploi de la région. Et on a de forts besoins dans les années à venir, puisque l'INSEE estime qu'à horizon 2050, on aura besoin de 20% de salariés en plus dans ce secteur. Alors pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux défis à relever. Le défi de l'autonomie et de l'accompagnement de personnes qui vont être en situation de handicap, en situation de fragilité, en situation de dépendance, avec un vieillissement important de la population. Et donc aujourd'hui, pour découvrir ces métiers et secteurs, j'accueille trois personnes. Nadine, donc vous travaillez dans le soin à domicile depuis 2021 avec un rôle centré sur l'aide humaine directe auprès des personnes fragiles. Oui, tout à fait, à domicile, oui. Estelle, infirmier diplômé d'État avec une grande expérience en EHPAD dans le soin et l'accompagnement des résidents. C'est ça, 23 ans exactement. D'accord. Et Arthur, vous êtes employé polyvalent dans une résidence depuis mai 2025 où vous accompagnez les résidents sur tous les aspects du quotidien. C'est Bien ça, ça? totalement. C'est bien ça. Super. Pour commencer, parce qu'au-delà de noms de métier ou d'intitulé ou de titre, peut-être vous pouvez nous décrire un peu quel est ce métier et quel est le contexte dans lequel vous le réalisez, parce que vous le réalisez dans différents types de structures ou dans différents lieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors donc moi je travaille en SIAD, donc service de soins infirmiers à domicile, donc sur le secteur de Buxy et de Givry. On intervient principalement pour une population qui est d'un degré d'autonomie de GIR 1 et 2, donc sur un grand périmètre. Et voilà, on intervient seul, donc auprès de chaque résident. Et typiquement, le quotidien, votre journée quotidienne, là, on a donc un public aujourd'hui de personnes qui se destinent au service à la personne. Oui. Peut-être pour qu'ils réalisent un peu plus, une journée type, pour vous, c'est quoi? Alors une journée type, donc c'est un début de soins à 7 heures pour terminer aux environs de midi, avec une reprise l'après-midi aux alentours de 15h30 jusqu'à environ 19h, suivant les tournées que nous avons. Voilà. Et par jour, du coup, vous accompagnez combien de personnes? Alors ça dépend, c'est très variable. Ça peut être entre 6 et 7 résidents le matin, et l'après-midi, ça peut varier de 4 à 5 résidents. Des fois plus, suivant les impératifs du service. D'accord, parfait. Euh, et de votre côté, Estelle? Alors moi je travaille ici à l'EHPAD. Ouais. Que vous dire, j'ai à ma charge d'infirmière sur un poste de 12 heures 60 résidents. La journée commence à 6h30, se termine à 18h30 et au milieu de ça, c'est vérification et distribution de médicaments. Ce sont des soins, des pansements, c'est très vaste en fait, des pauses de perfusion et beaucoup de relationnel en EHPAD, puisque certains ont de la famille et d'autres sont beaucoup plus seuls. Donc notre présence est très importante. Et du coup, comment vous décririez la différence entre justement l'intervention en soins à domicile et vous, le rôle dans une équipe comme ça en EHPAD, pour quelqu'un qui hésite en fait à choisir entre les deux contextes d'intervention, comment vous le décririez le vôtre? Je pense qu'il y a un travail d'équipe en SIAD à la base, mais nous, on n'intervient jamais seul auprès du résident. Il y a toujours une collègue aide-soignante, il y a toujours une aide hôtelière. C'est vraiment un travail d'équipe pluridisciplinaire. On a les psychologues, le médecin, l'ergothérapeute. Voilà, c'est vraiment large en fait. On a vraiment. Ok. Très clair, merci. Et vous, Arthur? Alors moi, je suis en résidence autonomie, donc c'est vraiment largement une plus petite structure que Terre de Niane. Donc on accueille 18 résidents. Donc moi, mes missions sont complètement différentes de mes collègues. C'est que en fait, moi, le matin, j'arrive à 8h30. Je m'occupe de créer la fiche de menu. Et moi, je vais nettoyer la cuisine
et la salle à manger. Donc en fait, nous, en termes d'employés polyvalents, on prépare le repas des résidents le midi donc, et le soir. On travaille, nous, en demi-journée. Donc les matins, journée type, on fait ce que je viens de vous dire, on s'occupe du repas, on passe le repas avec les résidents, donc on sert, on fait un moment d'échange aussi, donc pouvoir prendre aussi des nouvelles, échanger du quotidien sur les nouvelles choses qui peuvent arriver dans le monde, sur pas mal de sujets différents. Et sur l'après-midi, on va commencer plutôt vers 14 heures, où là, on va pareil plutôt faire du ménage aussi, nettoyer la résidence, et on va proposer aussi des activités. Donc ça peut être des activités du coup manuelles, ça peut être aussi sur le numérique, ça peut être pas mal de choses pour éveiller les sens et garder aussi une autonomie, comme on est en résidence autonomie. Et bien sûr le soir, préparation de repas et nettoyage de la résidence avant de partir. Ok, ça fait Voilà. un programme C'est complet ça. toute la Vraiment journée. journée, voilà, en demi-journée. On dort bien le soir. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené, si on part par vous, vers ce métier, un peu si vous nous retracez votre parcours, les motivations au départ ou la formation, c'est comment Alors on moi, fait? Ouais. J'ai un parcours qui est vraiment différent. Je m'attendais pas à venir ici de base, parce que moi j'ai un bac L, Ok. j'enchaîne sur un BPG loisirs tout public, Ok. donc vraiment dans l'animation, et c'est par la suite en fait avec Unicité, donc de faire pendant 8 mois auprès de personnes âgées en résidence, en EHPAD et même chez eux, en fait de sortir de cette solitude. Donc Ok. de pouvoir en fait intervenir, jouer avec eux, discuter, échanger, parce que c'est des personnes qui sont encore autonomes, mais qui en soient plus de famille, plus de lien, plus d'attache, et pouvoir changer aussi cet aspect-là. Et une amie qui est avec moi lors de ces 8 mois se retrouve à travailler du coup à la résidence Le Prêtre et m'a appelé l'an dernier pour pouvoir postuler au poste et voir comment ça marcherait ensuite. Et aujourd'hui, je suis là avec vous. Ok, bah super, super. Et vous? Alors, moi, l'envie d'être infirmière, elle date de petite déjà. Ouais. C'était vraiment un rêve d'enfant. Je voulais m'occuper d'enfants. Ouais. Ah bon, après un stage, j'ai changé d'avis, mais... Et après, voilà, c'est un métier où il y a plein de possibilités. On peut aller dans plein de services. Et j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en pneumologie, j'ai pas mal bougé. Et je me suis retrouvée par le biais d'une mutation en EHPAD. Il y a 11, 12, 13 ans. Et depuis, j'en suis jamais repartie parce que c'est vraiment l'endroit dans lequel j'ai trouvé ce que moi je voulais être et ce que je voulais donner aux autres en fait. Super. Et du coup, pour le coup, c'est une profession qui est réglementée? C'est un diplôme d'État ou... C'est un diplôme d'État, c'est 3 ans d'études après le bac. Sans ça... On ne peut pas administrer d'actes médicaux? Non, Ouais. on a un rôle sur prescription, on va faire des choses sur prescription médicale. On ouvre un petit peu là le champ des possibles. Maintenant, l'infirmière peut prescrire quelques petites choses, mais ça reste encore très limité. On a surtout un rôle propre à nous qui est très important dans la surveillance, l'accompagnement. Voilà. D'accord, très bien. Et vous, Nadine? Oui. Du coup, votre Alors, parcours, mon en fait, qu'est-ce qui parcours, vous a alors, il est riche attiré? aussi. C'était quoi les formations pour devenir... Alors les formations à l'époque, comme beaucoup d'aides-soignantes aujourd'hui, j'ai découvert parce que il fallait travailler. Je sortais d'un congé parental et reprendre dans la restauration, qui était mon métier à la base. Non, ça, avec des enfants, c'était pas possible. Enfin, pour moi, c'était Faites pas des possible. horaires décalés ou Les vacances, les soirs, les week-ends avec 3 enfants, c'était en bas âge, c'était pas gérable. Et j'ai suivi, alors à l'époque ça s'appelait Cible Emploi, donc par Pôle Emploi. Ok. On avait la possibilité de faire un bilan de compétences pour cibler 3 professions. Et donc aide-soignant est sorti, on va dire premier de la liste. Donc j'ai travaillé, j'ai postulé à l'époque, c'était un service de coma et état végétatif. Donc, je n'étais pas diplômée. J'ai découvert ce service-là par hasard. Et je m'y suis plu, malgré l'appréhension quand même. Et après, j'ai postulé dans d'autres établissements, comme un EHPAD, où j'ai évolué pendant 2 ans. Pareil, j'étais
J'étais à ma place avec cette population. Et envie d'aller plus loin. Donc j'ai demandé à passer le diplôme d'aide-soignante. Donc je suis repartie 1 an sur les bancs de l'école avec des stages, beaucoup de découvertes, beaucoup de milieux, de la frustration par moments aussi, mais très riche, un relationnel qui ressortait et en même temps un métier cadré, hein, parce qu'il y a des lois, on est régi par des lois. Donc non, je recherchais un peu ce cadre-là. Et donc après l'école, je suis repartie dans d'autres structures, soit un domicile que j'ai découvert en premier temps il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un service d'addictologie, diabétologie et nutrition et obésité. Donc on tournait beaucoup, mais je me suis épanouie en addictologie. Donc là, on était dans de l'accompagnement pur et dur avec des histoires très, très prenantes, inimaginables même. Et l'envie de toujours accompagner les gens, d'être à l'écoute, le relationnel. C'est vraiment quelque chose qui me convenait. Et ensuite, j'ai quitté la région des Hautes-Alpes où j'habitais pour venir dans la région de Bourgogne. Et puis là, la recherche d'emploi. Donc j'ai fait l'hôpital, j'ai fait les EHPAD, plusieurs structures. Et un jour, j'ai découvert le SIAD. C'était au départ pour gérer mes enfants parce que je venais de divorcer. Donc à l'époque, on nous proposait un poste à 70% avec un week-end travaillé sur 3, donc c'était confortable. Et voilà, aujourd'hui, 5 ans après, moi aussi, je suis devant vous. Voilà. Et du coup, si vous deviez décrire justement les avantages du soin à domicile, parce que alors avec le groupe, certains se questionnaient sur le côté, on ne sait pas où on arrive par rapport à un univers entre guillemets qui peut, quand on n'y est pas, peut-être sembler plus protégé avec une équipe et un contexte qu'on connaît. Comment vous le vivez? Et au contraire, quels sont les atouts que vous y voyez? Alors, avant de travailler en autonomie sur le terrain, j'ai quand même une expérience en équipe, effectivement. Donc, c'est aussi le côté rassurant qui m'a amenée là. Et même si on est en autonomie et seul au domicile, on est cadré. C'est-à-dire que les tournées sont travaillées. Nos chefs coordinatrices et notre cadre de santé nous accompagnent chez les patients lors des premières prises en charge. Et on s'accompagne mutuellement entre aides-soignantes. Donc jamais, ou alors vraiment, c'est parce qu'il y a un impératif de personnel et qu'on est bloqué, on n'est jamais lâché, on va dire, seul dans la nature. On est préparé quand même. Et après, je pense qu'il faut avoir des prérequis de ne pas avoir peur justement d'affronter un peu cet inconnu. Parce que même si on est accompagné, on ne sait jamais ce qu'on va trouver à domicile. Et après, on y est seul. Donc voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout de travailler dans ces conditions-là, au contraire. Oui, parce que Mais derrière, il y a une équipe. oui, On est en équipe quand même. il y a un soutien, vous êtes le représentant ou la représentante chez la personne, Oui, mais il y a un encadrement derrière, vous vous insérez dans un collectif aussi, tout à fait. sauf que ça apporte une flexibilité, vous soulignez que vous n'aviez pas forcément. Oui. Et du coup, si demain, des jeunes, leurs parents ou des personnes en reconversion regardent l'émission, comment savoir, en fait, comment détecter que votre métier, typiquement, ça peut plaire, en fait? C'est quoi des signaux faibles, ou si vous rencontrez des personnes ou les enfants d'amis, qu'est-ce qui vous ferait dire, tiens, c'est un métier qui pourrait te plaire? Déjà, l'amour des gens, j'ai envie de dire au départ, parce que c'est ce qui nous, au-delà du technique, au-delà d'une spécificité d'une chirurgie ou autre, on est attiré vers les gens. Et ce métier-là, il est riche, il y a des évolutions possibles. Et qu'est-ce qui ferait? Je pense qu'une personne curieuse, où on sent qu'il y a, comment dire, de la niaque, Une volonté d'aller à la une volonté, rencontre, tout à d'aider? fait, ouais, Ok. avec l'envie d'apprendre et pas seulement d'aller travailler. Vous Ok. voyez, ouais. Très bien. Et de votre côté, du coup, Estelle, si vous deviez pareil décrire par rapport à l'univers qu'est le vôtre, à votre métier, encore une fois, si vous deviez rencontrer des neveux, nièces, des enfants d'amis, des personnes qui sont en reconversion, qui se posent des questions, qu'est-ce qui vous ferait dire, ça, je pense que c'est fait pour toi, ouais. Alors, je te rejoins du coup sur l'amour des gens, effectivement. Sans ça, si on n'aime pas la relation humaine, le contact, c'est compliqué. En tant qu'infirmière, ce qui est important, c'est d'avoir aussi un sens de l'organisation, beaucoup de rigueur. Il faut être très à l'écoute.
et avoir un sens de l'observation, parce que les gens ne sont pas toujours capables de nous dire avec des mots leurs problématiques. Et puis voilà, et puis après, le travail d'équipe, cette pluridisciplinarité, c'est génial, quoi. Enfin, de pouvoir partager. Les aides-soignantes complètent l'infirmière complète les aides-soignantes, l'ergothérapeute vient en plus. Enfin, c'est très très riche. Et effectivement, il faut pas venir juste pour travailler, il faut venir pour s'occuper des gens, être bienveillant et prendre soin. Apporter une réponse à des personnes qui sont en fragilité. C'est ça. Chez des personnes fragiles, pouvoir les accompagner et les aider du mieux qu'on peut. Super. Et vous, Arthur ? Je rejoins aussi ce qui a été dit. J'ai l'impression de ne plus pouvoir dire grand-chose. C'est la difficulté sur les questions comme ça. C'est vraiment, du coup, en fait, aimer le contact humain. Vraiment discuter avec eux. Ce côté sociable. S'il n'y a pas ça, on perd vraiment quelque chose. On travaille avec de l'humain. C'est peut-être la plus grande chose qui... En termes de travail, moi je trouve qu'il y a meilleur au monde. Il y a même une rigueur, on est d'accord, une rigueur au niveau de l'hygiène, du travail, etc. Le travail d'équipe ensemble, parce que nous, je vois en résidence autonomie, on a les employés, la direction, mais aussi les infirmières, les aides-soignantes qui viennent faire les soins, et on travaille tous ensemble pour que le résident soit au mieux chez lui et continue encore à s'épanouir, en tout cas. Et du coup, alors en effet, vous travaillez avec des bénéficiaires ou des publics qui sont assez proches, dans des situations qui sont un peu différentes. Est-ce que vous avez des situations que vous avez en tête, où vous avez dû improviser ou innover pour répondre à des problématiques particulières qui se présentaient à vous ? Plus compliqué. Plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est vrai que moi, ça fait qu'un an que je suis dans le domaine, donc j'ai vécu des choses, on va dire, mais peut-être pas autant de choses pour innover, mais on va toujours apporter quelque chose, un soutien, répondre aux questions. Même si c'est pas immédiatement, on va travailler en équipe pour répondre à ce problème et voir comment on peut faire. Si c'est une perte d'autonomie, comment on va faire en sorte de raccompagner cette personne pour faire la rester en autonomie. Est-ce qu'on va mettre en place des infirmières, des aides-soignants ? Est-ce qu'on va mettre en place dans son projet personnalisé des buts, des objectifs à atteindre ? Donc on répond sur tout ça en équipe, on n'est pas tout seul. Et vous, Estelle, du coup, dans l'EHPAD, parce que vous êtes toute une équipe, justement, c'est quoi les situations qui peuvent vous désarçonner, vous amener à devoir improviser ou à trouver des solutions nouvelles parfois ? Sur une perte d'autonomie, sur essayer de trouver des réponses pour que la personne puisse rester le plus autonome possible, le plus longtemps possible. On fait, nous, en équipe, des projets personnalisés où on prend en compte la personne dans sa globalité, avec ses habitudes de vie, et on essaye de mettre en place des choses qui vont respecter et son rythme de vie et son autonomie, du coup. Et est-ce qu'il y a des situations ou alors je sais pas quel bon terme, des patients ou des personnes que vous avez accompagnées qui vous ont particulièrement touché ou marqué ? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça ou pour lesquels vous avez vraiment trouvé une solution qui a vraiment changé en fait le quotidien de cette personne ? Est-ce que vous avez quelqu'un en tête qui vient spontanément ? Alors quelqu'un en particulier, non, pas forcément. Après, il y a eu des situations pendant Covid, par exemple, où l'animatrice n'était pas présente forcément tout le temps, où les gens étaient isolés en chambre et où on a improvisé, je ne sais pas moi, pour vous dire, des lotos où on courait dans les couloirs en criant les numéros pour que tout le monde puisse entendre. Et puis, enfin, je sais pas, voilà, ces petits moments de vie-là où ils n'avaient plus de visite, où ils étaient seuls dans leur chambre et où on essayait de leur apporter un peu d'humanité et encore de plaisir et essayer de les motiver le plus possible pour qu'ils restent en vie, ceux qui n'étaient pas malades, quoi. Oui, garder du dynamisme, alors même que la relation devenait de plus en plus compliquée parce qu'il fallait garder les distances et que c'est des personnes qui par construction sont relativement isolées en fait. C'est ça. Ouais. Ok. Alors pareil sur le côté des personnes qui ont pu vous toucher ou des situations dont vous vous rappelez, Arthur ? Il y a pas mal de situations où on s'inquiète quand même parce qu'on a des personnes qui sont encore autonomes mais qui arrivent dans un âge aussi avancé et de faire en sorte qu'elles soient encore au mieux de sa forme, autonome, l'accompagner en fait pas une fin de vie, mais dans quelque chose qui sera le plus paisible, le plus humain possible, et en fait revoir des moments
ou juste chanter, danser, ça, on a ces petites étoiles dans les yeux, dans leurs yeux. En tout cas, ça nous vient nous dire qu'on a réussi en tout, en quelque sorte. Très chouette. Et vous, est-ce que vous avez des exemples ou de personnes, alors du coup par rapport au parcours riche et diversifié de la dictologie aux soins à domicile, il y a des situations comme ça qui vous reviennent en tête où vous dites, là j'ai vraiment changé quand même quelque chose dans la situation de la personne? Oui, alors j'ai une expérience donc en addictologie où je recevais, donc c'était dans mes débuts, dans les premiers mois, une femme d'une cinquantaine d'années qui, alors je vais faire court, hein, mais c'est une femme qui a été violée dans son enfance et qui ensuite, pour terrer ce mal et pour pouvoir vivre, s'est enfermée dans l'alcool. Donc voilà, elle avait fait plusieurs structures et pas de moyen de s'en sortir. À chaque fois, elle revenait au point de départ, voire pire. Et un jour, elle est arrivée dans le service où je travaillais. Donc nous, on intervenait en post-cure, c'est-à-dire que le sevrage était déjà fait, peu importe l'addiction. Et donc nous, on était là pour permettre aux gens de retourner à domicile, donc en remettant plein de choses en place. Des aides, des accompagnements, assistantes sociales, les médecins, addictologues ou autres, psychologues et tout. Donc cette femme est arrivée dépitée et on organisait tous les soirs un temps de parole. Et ce soir-là, cette femme m'a regardée, elle s'est dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc je voyais qu'elle se renfermait, qu'elle ne voulait pas participer, mais elle ne voulait pas le groupe, elle ne voulait pas s'exprimer dans le groupe. Donc ce que tu disais avant, de pouvoir déceler quelque chose qui va ou qui ne va pas dans le comportement des gens. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette femme a commencé pendant la réunion à fanfaronner, à se mettre en avant, mais de manière ridicule. Et là, j'ai senti qu'il y avait un message derrière. Donc, après la réunion, je suis allée avec elle dans sa chambre. On a beaucoup discuté. Et elle m'a regardée et elle m'a dit « Nadine, eh ben, écoutez, merci pour votre écoute. Parce que c'est la première fois que je vois une lumière, en fait. Excusez-moi. » Et voilà. Et de ce jour-là, je me suis dit, en fait, je suis à ma place dans ce service. Et c'est une femme avec qui, aujourd'hui, j'ai gardé contact, donc sur Facebook. On s'envoie régulièrement des messages. Et ça fait depuis 2012 que ça dure. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire, cette femme a changé ma vie comme j'ai changé la sienne. Voilà. Très belles histoires. Après, si je peux rebondir, Oui, c'est vrai que pour nous en EHPAD, au quotidien, le petit bonjour madame, comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Prendre le temps 5 minutes de s'asseoir, de discuter, ça peut leur changer une journée, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est des petites choses qui sont anodines mais tellement importantes en fait. Merci pour rebondir, c'est vraiment ça, c'est le fait de s'intéresser à eux, de rediscuter et leur donner un coup de mou, pas un coup de mou, un coup de bien dans le début de leur journée, excusez-moi, un coup avec douceur. Avec douceur, et en fait qu'ils repartent et qu'ils sont mieux que le matin où ils sont levés. D'avoir été considérés en tant qu'humains, tout simplement, et pas seulement un numéro de sécurité sociale, auteur de Diane ou ailleurs. En fait, c'est ce qu'on disait avant, l'humain, l'amour de l'humain, dans toute en intégralité, quoi. Et alors du coup, dans une ère assez troublée qui est la nôtre, je pense que ce que vous décrivez en termes de sens au travail, de sens de votre action, ça résonnera, je pense, chez beaucoup de personnes. Alors du coup, chez des personnes qui sont en primo-orientation, qui cherchent en fait leur formation, leur métier, mais aussi en reconversion. Alors on a compris de votre témoignage que, en effet, les parcours de carrière peuvent être variés. Vous voyez beaucoup, du coup, ici à l'EHPAD ou dans votre résidence ou dans votre entourage, des personnes qui sont comme ça passées par des reconversions, des parcours atypiques, et qui pourront donner des idées aux personnes qui nous regardent? Moi, j'ai rencontré une élève infirmière en stage ici qui avait mon âge et qui était secrétaire et qui, du jour au lendemain, a décidé que c'était plus ce qu'elle voulait faire et qui s'est reconvertie en tant qu'infirmière et qui a plutôt bien réussi son chemin, du coup. Alors après, par quel biais elle est passée, je ne sais pas trop. Je crois qu'elle avait demandé une rupture conventionnelle parce qu'elle travaillait, elle avait déjà un employeur.
Et puis après, c'est le chômage qui a dû prendre la suite. Puis là, du coup, on vous invite à justement vous rapprocher de vos conseillers côté mission locale, France Travail, Cap Emploi, l'APEC, voilà, ceux qui vous accompagnent en tout cas, qui seront là justement, qui connaissent les dispositifs, qui connaissent les formations, qui peuvent faire le bon diagnostic pour vous orienter vers le bon métier. Donc, faites-leur confiance et rapprochez vous deux. En reconversion, pareil, vous avez vu des personnes autour de vous? Pas de reconversion, mais Ouais. nous, à la résidence autonomie, il y a beaucoup de stagiaires. Ok. Beaucoup de personnes qui, soit en bac ST2S, soit en bac professionnel aide à la personne, ou dans ce métier-là, qui viennent chez nous pour être formés, principalement à Résidence Loprette. Les employés maintenant sont des anciennes stagiaires. Donc en fait, on met beaucoup d'importance aussi à faire les stages, à aider, et peut-être que les jeunes personnes qui viendront aujourd'hui seront mes collègues de demain. En tout cas, pour les former et avoir aussi cette même vérité de l'humanité, de aider et d'avancer ensemble en tout cas. Très bien. Sur les parcours, ouais. Sur les parcours, là, actuellement, on a une jeune femme qui fait un cursus un peu particulier, donc qui est assez innovant depuis l'année dernière. Donc, elle a intégré l'équipe en VAE inversé. D'accord. Et donc, elle est issue du service à la personne à la base. Et donc là, elle va nous suivre pendant à peu près 22 mois. Donc, elle ne va jamais être seule sur le terrain, toujours accompagnée d'une ou d'un collègue. Mhm. Et pour valider au fur et à mesure les modules, donc VAE inversé par le dispositif compagnie. D'accord. Voilà. Donc apparemment, c'est sur le territoire français. Et ouais, c'est assez innovant. Donc là, on est plusieurs tutrices, dont une collègue qui la suit particulièrement. Et puis voilà, mais on se coordonne pour savoir où en sont nos stagiaires, parce qu'on ne reçoit pas que des jeunes femmes comme elle. On a également des étudiants infirmiers, aides-soignants qui suivent le cursus habituel après le bac. Et puis voilà. Ouais, comme quoi, en effet, il y a des Ouais, solutions bien pour tout sûr. le monde, que ce soit de l'immersion, pareil, je parle régulièrement d'immersion facilitée, qui est un dispositif aussi de France Travail pour donner à voir finalement la réalité de vos environnements, que ce soit pour quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines. Et on voit qu'en effet, sur la formation, la reconnaissance de l'expérience, vous ne repartez pas forcément de zéro, mais on va essayer de regarder qu'est-ce qui est transférable dans ce que vous avez fait par rapport à un diplôme qui est requis. Donc, encore une fois, parlez-en à vos conseillers. Et si je peux me permettre, juste de rajouter un petit truc, on travaille en étroite collaboration avec des services à la personne, Mhm. donc par exemple ASAP, ADMR, enfin ce genre de structure. Et il y a une convention qui avait été établie il y a quelques années avec l'ADMR, justement pour permettre à ces aides à domicile une passerelle pour venir découvrir le travail en SIAD. Et si ça leur convenait, pouvaient ensuite se faire payer la formation par le SIAD d'aide-soignant. D'accord. Donc ça aussi, c'est à savoir. Une Et facilité pour, oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour du coup des jeunes ou des personnes qui sont en recherche d'emploi, si vous deviez en une phrase, entre guillemets, soit essayer de les convaincre, soit essayer de leur donner un conseil pour aller à votre secteur, alors, un conseil pas pour justement survendre des choses, mais vraiment un conseil sincère, à votre avis, authentique, pour se dire, bah oui, tiens, allez-y, ça serait quoi, si je vous laisse commencer? Il ne faut pas hésiter, il faut franchir le pas. C'est un milieu qui est très riche. On trouve forcément la spécialité qui nous convient. C'est très riche. Donc, foncez, allez-y, soyez curieux. Et il y a beaucoup de dispositifs qui existent justement pour être accompagnés, comme le Greta, comme Pôle emploi, comme d'autres dispositifs. Voilà. Ah, parfait. Puis c'est vrai qu'entre ce que vous décrivez, entre les typologies d'intervention, les types de publics, les types de lieux, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Arthur, si... Je rejoins, c'est vraiment, il faut se lancer. Si vous sentez que c'est la bonne chose, le bon moment, c'est ça que vous voulez faire, c'est le sociable, c'est l'humain que vous cherchez, il faut essayer, il faut se lancer. On peut changer de métier tout le temps, on a des passerelles, on peut faire des formations. Essayez, ça coûte rien. Et si ça vous plaît, allez-y à fond, quoi. Top. Estelle? C'est ça. Si vous avez envie de donner du sens à votre travail, si vous aimez l'humain, si vous avez envie et de relationnel et de technicité, enfin voilà, je pense que c'est le métier qu'il vous faut en fait. Super. Et puis on peut évoluer dans ce métier. Ouais.
on peut évoluer, on continue d'évoluer pendant notre métier. On fait des formations, on n'est jamais à court d'idées. Enfin, je veux dire c'est un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Donc, si un jour, on n'a plus envie de travailler dans un service de chirurgie, qu'on a envie d'explorer, d'élargir un peu ses horizons, on a cette possibilité. Il y a des mutations en interne quand on travaille dans le service, dans le public. Ça. Enfin, voilà, c'est... Oui. Puis il y a tellement de besoins en emploi Bien que sûr, pour le coup, bien sûr, je pense bien que sûr. si on peut vous garder dans le secteur, on vous invitera à évoluer pour vous garder plutôt que de vous voir partir. Donc vraiment, n'hésitez pas. On s'approche de la fin de l'émission. On voulait partager avec vous des anecdotes. Je ne sais pas si vous avez pu en préparer. C'est un petit jeu qu'on anime où vous allez nous raconter 3 anecdotes. Il y en a une qui est inventée. Il va falloir qu'on devine laquelle. Nadine, je vous laisse Oui. ouvrir le bal. Alors, la première anecdote, donc je travaillais dans un service de diabétologie. Et donc, je prenais mon service du matin. J'arrivais aux transmissions et l'équipe de nuit éreintait encore des sonnettes et toujours le même monsieur qui sonne. Nadine, tu peux y aller? Bon, allez, j'y vais. Bon, je loupe les transmissions, donc je n'ai pas la moitié des informations. C'est un monsieur qui était arrivé la veille au soir, donc je n'avais pas eu le temps d'avoir les informations à son sujet. Donc j'arrive dans la chambre et donc ce monsieur me dit j'ai envie d'aller aux toilettes. Je dis d'accord, oui, je vais vous aider. Donc je commence à chercher son fauteuil roulant parce que c'était un monsieur qui était alité. Et je cherche ses chaussures et je lui dis je suis désolée, j'en trouve qu'une. Et il me regarde, il me fait, vous foutez de moi ou quoi? Et il soulève le drap et en fait, il avait été amputé. Voilà, donc pas de bol. Je dis ok. Donc voilà. Donc première anecdote, les pieds dans le plat, voilà, tout à fait. Donc ça, moi j'ai rigolé. Après, Ouais. lui pas du tout. Mais voilà. Ok, ça c'est la A. Ça c'est la A. La deuxième, c'était en service d'addictologie. Donc on avait un collègue qui faisait de la réflexologie plantaire. Et on le proposait donc aux patients qui étaient là, donc pour divers problèmes. Et on avait une dame qui nous avait sollicité parce qu'elle avait un problème de transit, elle était embêtée, et puis les traitements arrivaient à leur limite. Donc on lui a dit, c'est pas grave, on va vous envoyer le collègue aide-soignant. Donc je vais la prévenir pour lui dire qu'il allait arriver, qu'elle parte pas de sa chambre. J'arrive dans la chambre, elle s'était mise en nuisette sur le lit. Et en fait, elle connaissait le collègue parce qu'elle avait dû le croiser dans le couloir du service. Visiblement, il devait être à son goût. Et donc, quand elle m'a vu arriver dans la chambre, elle m'a regardée, elle me dit « Mais c'est pas Eric !» Ah, j'ai dit « Non, c'est pas Eric !» Voilà, donc le collègue a eu un bel accueil après coup. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, et la troisième anecdote, donc, qui s'est passée il n'y a pas longtemps, donc une petite mamie qui est toute seule dans une maison, on va dire un château. J'arrive, l'alarme de la maison qui sonne dans tous les sens, donc je rentre dans la maison, abasourdi par cette alarme. Le voisin qui était arrivé pour ouvrir les volets n'avait pas réussi à couper l'alarme. Donc on essaye tant bien que mal en appelant le technicien pour gérer tout ça. Donc l'alarme se coupe, pas de souci. Ça m'a déjà pris 20 minutes. Je vais auprès de la patiente, on effectue le soin, je la laisse en toute sécurité et là je vais pour partir. J'étais renfermée dans la maison. Que faire? Je n'ai pas de clé, puisqu'on a un digicode avec la clé à l'extérieur en boîte à clé. Donc, voilà. J'essaie d'appeler ce monsieur qui ne me répond pas. Je l'appelle sur son portable, sur le fixe, aucune réponse. Bon. Et je ne peux pas sortir de la maison parce que c'est un espèce de château où les fenêtres sont très hautes. Donc, on accède déjà à la maison par un escalier. Donc, impossible de sortir par une fenêtre, par exemple. Donc, c'est pas grave. J'appelle ma chef, qui a accepté gentiment de venir me délivrer. Et voilà, ça a été un long moment. Je suis restée 1h30 de temps dans cette maison. Dans le château, ouais. Voilà, donc, voilà. Donc, Vous avez un talent de conteuse, en tout cas. C'est vrai. C'est une reconversion. Ouais, écoute, j'ai peut-être coupé ma vocation, vous voyez. Les 3 semblent réalistes. Alors, du coup, les chaussures, la nuisette ou l'alarme incendie? Laquelle est fausse? Il y en a qui veulent s'exprimer à main levée, les chaussures, c'est faux. La nuisette, ouais. Ouais, moi je serais pour la nuisette aussi, mais... J'avoue que les 3 sont... Parce que le château avec les fenêtres à 2 mètres... Moi je pense que le château est plus probable, en tout cas, que le reste, je dirais. Alors c'était la chaussure. La première. La nuisette, c'est vraiment arrivé. Okay, c'est vraiment arrivé.
Et la petite dame dans son château, c'est vraiment arrivé aussi. D'accord. Bah, merci pour ces De rien. anecdotes. Qui veut commencer? Je me lance. Allez. Moi, c'était pour Noël. Je me déguise en Père Noël et je vais commencer à manger avec les résidents à table. Et tout ce beau monde mange et on m'appelle que par Père Noël. On ne divulgue pas mon identité, alors tout le monde sait qui je suis. Et je propose à faire des photos sur les joues du Père Noël. Tout le monde dit ah non, tout le monde s'est prêté au jeu. Même ceux qui étaient les plus récalcitrants ou qui n'ont pas envie de se montrer un petit peu sous le côté La joyeux, plaisanterie. l'ont fait aussi. Et ils sont tous repartis avec une photo d'eux Avec le Père sur Noël. les genoux du Père Noël. Très bien. La deuxième anecdote, c'était dans une autre résidence où, avec un collègue à moi, on a mis en place un fil rouge sur plusieurs activités et lui faisait du hip-hop. Et il s'avère que un organisme Ciel Bleu, qui est là pour faire de la gym douce, on a travaillé avec eux en partenariat pour pouvoir faire des danses, je sais, avec le haut du corps et les bras, de hip-hop. Et à la fin, de leur montrer vraiment à quoi ça ressemblait. Et pour vous dire, la table se sépare entre eux, Mhm. elle assise là, et mon collègue qui faisait du hip-hop. Donc les voir en fait regarder un sport qu'elles n'avaient jamais vu, qu'elles ne connaissaient pas, qui était vraiment pour elles quelque chose d'étrange et de bizarre, leur a émerveillé. Et cet ami-là était quand même aussi champion de la région en hip-hop, et ça a pas mal plu aux dames en tout cas. Ok. Et la troisième, c'est un bête jeu de questions, comme on en fait pas mal. Et sur cette question était quelle est la plus grande forêt qui entoure Paris? Je réponds le bois de Boulogne. On me dit ah, vous êtes un adepte, vous y connaissez bien du coup. Et du coup, on va me faire passer pour un adepte du bois de Boulogne. Ouais. Voilà, ça sera tout. Court, Ok. mais au moins. Alors le Père Noël, du coup, ou le hip-hop, ou le bois de Boulogne. Des idées? La fosse, le bois de Boulogne, Ah, moi, le Père J'aurais Noël. dit Je dirais le Père Noël. Dans Ah, la d'accord. salle, plutôt. Nous, là- Bois de Boulogne. Oh, Bois de Boulogne. Ah, d'accord, ok. Non. Ouais, décidément. Non, ils sont vraiment repartis avec une photo du Père Noël Et chez donc, eux. Et donc le hip-hop Et le hip-hop a été vraiment fait avec le champion de la région. avec le champion de la région, à l'époque avec unicité, en tout cas. D'accord, super. Alors, nos 3 dernières anecdotes. Alors, ne prenez pas peur, moi ça parle beaucoup de fugue, mais ça finit toujours bien. La première anecdote, c'est une grand-mère qui avait des troubles cognitifs et qui a appelé à plusieurs reprises le commissariat de police de Mâcon pour leur préciser qu'elle n'avait pas eu son jus de fruits à 16h et que c'était inadmissible, qu'elle voulait porter plainte. Je comprends. Donc elle a passé plusieurs appels comme ça jusqu'à ce que le commissariat finisse par appeler l'infirmière, donc moi qui étais en poste, pour nous demander gentiment de lui servir son jus de fruits qu'elle avait déjà eu, mais elle s'en rappelait pas. Ah, Deuxième anecdote, dans la même EHPAD, une grand-mère à 20h30, fin de poste, pas dans sa chambre. Impossible à trouver, on fait le tour des locaux. Et puis, on finit par appeler le commissariat, on leur donne une photo, ils viennent avec... ils étaient 2 policiers, un maître chien, et c'est finalement le chien qui, en reniflant les affaires de la grand-mère, l'a retrouvée assise dans un coin de chambre, un truc improbable, dans un fauteuil, dans la chambre d'une grand-mère qui dormait déjà, chez qui on n'avait pas allumé la lumière quand on a fait le tour. Voilà. Donc on a fait déplacer le commissariat, le maître chien, pour une grand-mère qui était chez nous quand même. Et la dernière, c'était dans une autre EHPAD, une grand-mère qui, sur le thème du goûter aussi, est allée goûter chez les voisins de l'EHPAD parce qu'elle trouvait que le goûter proposé par l'EHPAD n'était pas à son goût. on voit que les grands-mères sont plus filoutes que les grands-pères, Ouais. quand même. Il y a 3 histoires avec les grands-mères. Hein. Moi, J'avoue, c'est que des femmes. Alors, à votre avis? La dernière, Ah, j'ai la dernière aussi quand même. La fausse? Ouais. Non. La première? La première, le jus de fruits Non au plus. commissariat non plus? Non, la fausse, c'est la maître chien. Ouais. Bon, c'est bien. Au moins, ils ont pas été dérangés pour ça. On l'a juste C'est ça. appelé.
Merci pour ces quelques anecdotes qui donnent à voir un peu aussi la réalité de votre quotidien. Et pour conclure, du coup, alors aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup d'informations qui se prend via les réseaux sociaux, via les plateformes de streaming. Si vous deviez conseiller en fait un film ou une série qui justement est pas dans la caricature, mais représente bien en fait votre métier, qui peut donner envie. Sans être dans la fausse promesse, typiquement, ça serait quoi? Alors moi, c'est un film que j'ai vu pas longtemps avec toute l'équipe et la direction. C'est Les Esprits Libres. Donc Ok. en fait, ça va être sur une unité Alzheimer. Donc les soignants, les animateurs et les résidents vont se retrouver dans un manoir. Et en fait, ça va être une thérapie expérimentale par le théâtre, la musique et le jeu. Et on va faire sauter toutes les blouses blanches, tous les apparats, et ils vont s'appeler par leur prénom. Et ils vont vivre une semaine ensemble. Et je vous en dis pas plus, je vous invite à le D'accord. voir. Et c'est une belle histoire humaine. Et ça fait réfléchir sur peut-être les moyens utilisés, les traitements médicamenteux, et sur peut-être quelque chose de plus humain aussi. Les esprits libres, très bien. Deuxième choix de la rédaction. Euh, Moi, il y a un film, mais alors après, il est assez humoristique, mais représente quand même, je trouve, assez bien le quotidien. C'est le film Patient de Grand Corps Malade, où il raconte son expérience. Et alors, les soignants sont parfois un petit peu caricaturés, quoique. Et je trouve que ça représente bien le quotidien, bon là, d'un centre de rééducation pour le coup, mais plutôt sympa. Et j'ai pensé à une autre série, qui est une série américaine avec l'acteur qui jouait dans Urgence, Carter, je ne sais pas si ça vous parle. Et en fait, cette série s'appelle The Pit, et c'est le même principe, sauf que vous êtes dans un service d'urgence où un épisode correspond à 1 heure de vie dans le service. D'accord. Et je trouve que ce soit au niveau des termes ou au niveau des soins, ils sont bien dans la réalité des choses. En fait, c'est pas des trucs inventés. Il n'y a pas d'amourette, il n'y a pas, voilà. Ok. Bon, à découvrir. Alors moi, c'est un film qui m'avait marqué, mais alors rien à voir avec le SIAD d'aujourd'hui. Ça s'appelle De l'eau pour les éléphants. D'accord. Et c'était plus sur les addictions. Parce que c'est encore aujourd'hui beaucoup présent, les addictions, même au SIAD. Hein. On peut rencontrer des bénéficiaires qui ont ces problèmes-là. Et ça parlait de cette facilité à donner de l'alcool à des éléphants pour enrichir un spectacle dans un cirque. Et même les acteurs étaient, j'ai envie de dire, imbibés. Mais voilà, ce monde-là, il est réel en fait. Et moi, ça m'avait marqué à l'époque. Donc, ça peut être aussi un quotidien pour ces personnes qui vivent autour de ces addictions, pas seulement l'alcool, mais pour beaucoup de choses. Et ce qu'on peut rencontrer, nous aussi, sur le terrain, peu importe où finalement. Je pense que ça en fait aussi partie en EHPAD et certainement en appartement autonomie. Donc voilà, de l'eau pour les éléphants. Ouais. Très bien. Merci pour vos conseils. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'était très intéressant, Merci à très vous. incarné. Je pense que ça donnera envie à beaucoup. Donc, si le service à la personne, ça vous intéresse, si vous avez envie de vous engager dans cette voie, et tout particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, grâce en tout cas à cette initiative, les métiers comtés avec France Travail et le service public régional de l'orientation de Bourgogne-Franche-Comté, on aura essayé de vous les faire découvrir. Comme on vous le disait, il y a plein de dispositifs, il y a plein de dispositifs de financement, d'accompagnement. Donc rapprochez-vous de vos conseillers côté France Travail, côté mission locale, ils pourront vous accompagner. Il y a des sites web, il y a le site de France Travail qui a beaucoup de descriptions, de témoignages, de vidéos. Il y a des services du type servicealapersonne.gouv.fr. Il y a des formations qui vont du CAP jusqu'au bac+5. Donc vraiment, saisissez les opportunités, allez-y. Vous voyez, ils nous ont fait des témoignages vraiment, je pense, inspirants. Donc, on vous invite à les rejoindre. Les portes sont ouvertes. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à leur poser? J'avais une petite question pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une VAE inversée. Alors la VAE inversée, donc c'est, on va dire, l'inverse d'une VAE classique où vous avez découvert le métier, validé des compétences et qu'ensuite vous passez donc devant un jury. Donc c'est la validation de l'expérience par les acquis, mais inversée. C'est-à-dire que
Vous allez découvrir toutes les compétences et le métier sur le terrain, et au fur et à mesure, vous allez valider ces compétences-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur peut-être ce qui a été dit? En effet, ouais. Ça serait pour l'infirmière. Je voudrais savoir si vous avez toujours voulu être infirmière en structure ou vous avez hésité peut-être infirmière à domicile, ou le choix était clair et net depuis le début. Je me suis cherchée longtemps, hein. J'ai beaucoup bougé, de la gérontopsychiatrie à la psychiatrie, en passant par la pneumo, en faisant de la rééducation du soin palliatif. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, et c'est par le biais d'une dernière mutation en EHPAD que je me suis rendu compte que c'est là que je devais me trouver, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, ça a été comme une évidence, en fait, entre le soin technique et cette humanité qu'on peut apporter, enfin... Voilà, c'est la relation qu'on peut avoir à l'autre, en fait, que j'ai plus retrouvée, moi, en EHPAD que dans les services hospitaliers. Mais ça, après, c'est propre à ma personne. Quelles sont les péripéties, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre domaine en tant qu'infirmière en EHPAD, comme aide-soignante et tout? C'est quoi les difficultés que vous... J'ai envie de vous dire les problématiques dont on entend parler au quotidien, le manque de personnel par moment, la charge de travail qui peut être aussi importante, ce qui demande vraiment une organisation, une rigueur hyper importante. Je pense que c'est les difficultés principales, en fait. Et puis, ouais. C'est pour ça que du coup ces semaines sur les soins et l'accompagnement, ou pour faire découvrir justement à chaque fois un univers professionnel, notamment sur des métiers en tension, c'est essentiel, parce qu'on voit que c'est des métiers qui sont à fort sens, mais qui manquent cruellement de main-d'œuvre aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a besoin de monde, on a besoin, même ne serait-ce que les médecins, hein, ça aussi, ça devient une denrée rare. Donc voilà, tout est question d'organisation, de soutien. Il faut s'entraider dans l'équipe, il faut pour pouvoir réussir à avancer au quotidien auprès de ces gens sans qu'ils se rendent compte que nous, on est en difficulté, et qu'on puisse leur apporter la meilleure journée du monde, quoi. Et ma deuxième question, c'est quoi le relationnel avec les résidents? Comment ça se passe avec eux? Alors, tout va dépendre du résident, mais c'est... C'est comme dans la vraie vie. C'est comme dans la vraie vie. En fait, vous avez des résidents qui ne parlent absolument pas, et la relation va se faire par le contact physique. Vous avez ceux qui, au niveau cognitif, sont bien présents, et pour qui une simple conversation... répondre à leurs questions sur leurs médicaments, dans le relationnel, on les là. Ou alors les écouter sur... on a certains résidents qui ont des problèmes de vie de famille, et qui ont besoin aussi à un moment donné de décharger ces problématiques avec quelqu'un d'extérieur, sur une mésentente de leurs enfants, dans tous ces petits moments-là de la vie au quotidien, on est là pour eux. Ça répond à votre question? La distance. Alors, je pense que vous pouvez donner beaucoup d'amour. Par contre, il faut savoir aussi vous protéger, parce qu'en EHPAD, je vous parle de mon expérience en EHPAD, hein, vous savez que c'est un lieu de vie et que c'est leur dernière demeure. Donc, on sait qu'à un moment donné, ils vont s'en aller. Donc, il faut savoir faire la part des choses. On peut créer du lien, mais il faut savoir prendre le recul aussi du moment où ils vont partir. Alors, rien n'empêche d'avoir des sentiments et d'être touché. Hein, bien sûr, on reste des humains, mais c'est vrai qu'auprès des familles et tout ça, il faut vraiment avoir un rôle d'accompagnateur et mettre ça de côté tant qu'on est avec les familles, qu'on accompagne aussi dans la souffrance de la perte de l'être proche, quoi.
Oui, puis on n'est pas leurs membres de famille. Donc, on doit garder cette distance professionnelle tout en sachant, des fois, lâcher prise sur des situations qui pourraient nous dépasser, mettre un peu d'humour, des fois, qui peut détendre l'atmosphère. Et puis voilà, ne pas oublier que derrière, il y a toute une famille. Je parle pour le domicile, où vous arrivez chez une personne et voilà, on voit que la fin de vie est proche. Qu'est-ce que je fais moi, là, maintenant ? C'est pas ma famille, donc j'ai ce rôle de soutien, où je prends ce rôle de soutien, et de soutien pas que pour la personne concernée, mais pour tout l'entourage qui vit la terreur. Enfin voilà. Et il y a ça aussi, garder le sang-froid, mais donner de l'amour, c'est aussi ça. C'est aussi savoir pleurer avec les gens, leur prendre la main et leur dire, vous avez le droit de partir maintenant. Voilà, c'est aussi ça. Après, Ouais. moi, en résidence autonomie, c'est différent. Nous, on vit, moi, pour ma part, on vit avec eux toute la journée. Donc aussi, on met une barrière parce on est des professionnels. On n'est pas des amis, on n'est pas la famille. Même si on rigole avec eux, si on partage d'excellents moments. Mais il faut mettre cette barrière pour se protéger. Après une entrée en EHPAD, ou suite à une hospitalisation, suite à quelque chose qui peut aussi être plus grave que ça. Mais le soutien avec la famille et l'équipe, on est quand même avec eux, mais avec une distance aussi, pour se préserver en tout cas. Ouais. En tout cas, je souhaite une nouvelle fois remercier l'EHPAD qui nous accueille. Et puis vos témoignages, c'était, je pense, très riche. Et voilà, encore une fois, je pense que ça aurait été inspirant pour tout le monde. Donc félicitations à vous, c'est super. Et puis bienvenue dans le secteur pour ceux qui le rejoignent. Je pense que ça aura inspiré pas mal l'audience. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci.